Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes là pour parler d'une catégorie toute particulière dans la télé japonaise, la télé-réalité. Vous voyez qu'aujourd'hui je suis en forme parce que vraiment j'ai trouvé des trucs aux petits oignons. Quand on parle de télé japonaise, on parle souvent d'émissions un peu barrées, loufoques, avec des jeux au fait, et aussi avec des choses un peu trop sexualisées. Et ben la télé-réalité, c'est un mélange de tout ça, c'est un joyeux bordel. On va dire que c'est une partie un peu plus sombre. Mais avant que cette vidéo commence, petite sponsor. Je vous ai déjà parlé des plaques métalliques avec de multiples designs qui s'appellent Displate. C'est facile à accrocher et c'est facilement interchangeable. Mais aujourd'hui, je vous en reparle pour vous présenter mes propres designs. Tada! Voilà, ces deux-là ont été faits par Camimagine et ceux-ci ont été faits par Snowdy Mary. D'ailleurs, soit dit en passant, celui-là c'est le design de l'ancien poster que je vendais, que vous pouvez retrouver juste ici. Et comme je ne vends plus ce poster en convention, et bien je me suis dit voilà, ce serait sympa que le design reste en vente quelque part. Comme d'habitude, vous avez le lien dans la description. Vous avez une réduction de 25% si vous en prenez une ou deux et 33% si vous en prenez 3 ou plus. Et bien sûr, il y a aussi le lien des artistes dans la description. Bref, voilà, c'est de la bonne merch de youtubeurs avec Displate. Fin de la sponsor. Vous savez, la télé-réalité française avec les ch'tis, les anges, les marseillais, tout ça, eh bien a beaucoup tendance à s'inspirer des US et même d'ailleurs. Ça se comprend car il faut minimiser les risques quand tu sors une nouvelle émission avec beaucoup de budget. Vaut mieux regarder ce qui marche à l'étranger pour l'appliquer tel quel dans ton pays. Ce n'est absolument pas ce que font les youtubeurs. Non, absolument pas. Je m'inclus dedans. Après, ça veut pas dire qu'on va retrouver exactement les mêmes télé-réalités en France et au Japon. Prenons par exemple une télé-réalité qui fonctionne plutôt bien en France, disons Koh-Lanta. Et voici le générique d'une autre émission télé au Japon. Regardez-moi ça, tous les critères sont respectés. Le cri d'indigène, le nerd qui va tenter de crafter un hélicoptère avec 2 trombones, le gars qui part tous les jours pêcher en revenant bredouille, le connard qui bouffe tout le riz, la fille que je ne peux pas diffuser sans être démonétisée, et le gars mature qui pourrait survivre toute l'année ici sans le moindre problème. Bon, en vérité, l'émission japonaise s'appelle Survivor, ou enfin, en japonais, Survivor. Et c'est effectivement inspiré de l'émission américaine du même nom, Survivor. Et si vous vous demandez pourquoi le générique de Koh-Lanta est aussi ressemblant à celui de Survivor, eh bien c'est parce que celui de Survivor, c'est le même que celui de l'émission américaine Survivor. Attendez, je vous vois perdu, on va expliquer tout ça. Survivor a été diffusé aux États-Unis en l'an 2000. La France, en voyant que ça marchait plutôt bien, a créé Koh-Lanta en 2001 en composant un générique similaire. Le Japon, quant à lui, a pompé l'émission américaine en 2002 en reprenant directement le même générique que Survivor, qui lui-même est inspiré de la série télévisée suédoise Expédition Robinson de 1997. Wow, c'est bon là, je pense que vous avez compris. Bref, la seule grosse différence, c'est qu'en France et au Japon, tu gagnes l'équivalent de 100 000 € et qu'aux États-Unis, tu gagnes $1 million. Les States. Mais attention, même après vous avoir montré cet extrait, je vous certifie que les émissions télé-réalité au Japon ne sont pas toutes pompées sur des émissions occidentales. Oh non. Je vous propose donc de vous montrer un de mes préférés qui est une invention japonaise pur jus. Prize Contest Life. Bon les gars, vous avez quoi comme idée pour la prochaine télé-réalité? Si on met un mec tout nu enfermé dans un appartement avec juste de l'eau, est-ce qu'il peut survivre juste en jouant à des concours sur des magazines? Ok, ça part en prod. Ça existe moi aujourd'hui, mais est-ce que vous connaissez le principe des jeux concours sur des magazines? Ce jeu où tu dois envoyer une lettre pour participer, et si tu veux participer à tout, ça va devenir une dépense astronomique en timbres. Dans ma tête, je me disais que personne ne pouvait gagner ces concours, mais apparemment, c'est possible. Il a quand même pour objectif de remplir 1 million de formulaires pour toucher le gros lot. Et ce gros lot, c'est 1 million de yens. Non, ça paraît beaucoup comme ça, mais c'est juste 8 000 € en fait. C'est quand même 1998, hein, c'est pas d'hier. Hein. Donc là, le mec qui a été sélectionné, on l'amène à l'appartement et il sait pas où il va en fait, le gars. La voiture s'est arrêtée. Cet appartement qu'il ne va pas quitter pendant des jours, des mois. Une chambre. Ça tombe bien parce que tu vas y rester pendant des mois, mon pote. Le mec il lui demande de se désappeler. Le mec accepte hein. Il a signé, il a signé. Putain il est serein le mec hein. Je me demande pourquoi. Le mec, c'est maintenant qu'il se demande qu'est-ce qui se passe. Le mec, il est mis tout nu dans un appartement et il va devoir en fait gratter tous les jeux concours pour les magazines pour gagner des objets au fur et à mesure pour pouvoir survivre. Donc en fait, il a vraiment aucune bouffe, il a juste de l'eau et c'est tout. Faut qu'il gagne des vêtements, faut qu'il gagne de la bouffe, faut qu'il gagne... Alors c'est horrible, mais c'est tellement bien pensé à la fois. Bon après, le mec, il a pas vraiment le droit de sortir de l'appartement, donc forcément au bout d'un moment, il devient fou. T'imagines, il remplit les mêmes formulaires tous les jours en espérant gagner quelque chose et puis parfois... Cette semaine, il n'a rien gagné. Le mec, il a quand même participé à 1234 concours en envoyant 1234 lettres et rien, il a rien gagné.
Le pire c'est qu'ils rigolent les bâtards. D'ailleurs je ne pense pas que ça soit son véritable prénom, je m'explique. C'est un jeu de mots par rapport au fait que la prod utilise une aubergine pour masquer ses parties génitales et que aubergine en japonais se dit nasu. Et puis nasubi du coup ça fait homme aubergine littéralement. Forcément ce nasubi il est enfermé pendant des jours et des jours dans l'appartement et puis parfois il arrive des trucs un peu imprévus. Il y a un livreur là qui vient lui déposer des légumes et des ramen. Le mec il crève la dalle de ouf. Et après on lui demande de l'argent. Et du coup il comprend pas, il dit hein quoi? Et du coup il se rend compte que c'est une erreur de livraison et le livreur il reprend les aliments forcément et il repart comme ça. Ah je suis désolé, c'est juste horrible ce que vit ce mec, mais il est trop rigolo en fait. Il se sent pas du tout torturé ou quoi que ce soit, il fait vraiment vivre le truc de manière rigolote. Et tu sens que c'est sincère, c'est pas un acteur le mec. 5834 concours réalisés quand même en un seul mois. Et je vous avoue, il a pas non plus gagné grand chose. J'imagine que la prod doit discrètement lui donner un peu de nourriture quand même, parce que sinon bah il allait mourir quoi. Et puis surtout que parfois il gagne des trucs mais vraiment totalement inutiles. Et d'ailleurs de ce que j'ai vu, il a passé vraiment toute l'émission, l'entièreté de l'émission tout nu parce qu'il n'a jamais gagné de fringues. Alors que c'était son objectif numéro 1. Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube en tapant Nasubi et le numéro de l'épisode. La qualité est pas ouf mais ça peut être cool de juste y faire un tour pour voir un peu l'évolution de sa survie. Aussi mention spéciale pour le montage des plans réaction et facecam. Sans déconner, j'ai jamais vu une utilisation du fond vert aussi ingénieuse et aussi tôt. Les têtes qui se baladent dans tous les sens, les déformations, les grossissements de tête, ça rappelle quand même beaucoup le montage YouTube d'aujourd'hui. Le truc cool c'est que ce monsieur Nasubi pensait que tous les épisodes allaient être enregistrés, puis une fois qu'ils seraient sortis, ils allaient commencer à diffuser ça. Sauf que non. La prod en a décidé complètement autrement, elle en a rien à foutre, elle a diffusé les épisodes en fait en même temps que l'aventure. Et forcément quand ce Nasubi est enfin sorti de l'appartement, et bah il y avait des milliers de gens qui l'attendaient dehors, c'est un truc de ouf. Et comme l'émission était assez populaire au Japon à ce moment-là, et bien il a été acclamé par des millions de téléspectateurs. Sérieusement, si vous connaissez pas ça, c'est pas possible, c'est trop bien. Je vous défie de regarder une de ces vidéos sans rire. Bah d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire un essayer de pas rire avec ces vidéos. Ça va, je suis tout seul, ça va, j'arrive. Je le craque pas parce que c'est facile, tu vois. Je sais pas si les ricanements ça compte, mais. Ah, une chance sur 36, hein. Eh, c'est con, mais c'est con, putain. Oh, je l'ai déjà vu celui-là. Ça fait c'est horrible. Bon, stop. Le concept est très simple, c'est un battle game à l'ancienne. 6 personnes autour d'une table, à chaque tour il y a un gage, chacun choisit une carte. Et celui qui a la carte avec la tête de mort se prend le gage. Et pour pimenter le tout, le truc qui donne son charme à l'émission, c'est qu'ils sont dans une bibliothèque. Et donc du coup, ils ne doivent pas faire de bruit. C'est un truc de sadique de regarder cette émission, mais je peux pas ne pas regarder ça et ne pas rire au moins une fois. Mais je suis quand même obligé de le dire, c'est un peu dommage, voilà, je brise le mythe, mais ils ne sont pas vraiment dans une bibliothèque, c'est un décor. Et les personnes autour, bah c'est des figurants. N'empêche que ça reste assez drôle, et en regardant les gages, peut-être ça vous a rappelé quelque chose. Et oui, c'est de cette émission que je me suis inspiré pour faire tous les gages avec Sora. Voilà Sora, tu peux vraiment remercier à cette émission d'exister, vraiment, tu peux lui dire un grand merci. Après j'y vais vraiment beaucoup plus mollo parce qu'au Japon ils peuvent partir vraiment très loin. En fait je me rends compte que ça devient tellement horrible au bout d'un moment que ça devient un petit peu gênant. Mais quand c'est bien dosé dans l'émission, ça reste drôle, je vous le garantis. Takeshi's Castle. Je ne peux pas ne pas vous parler de cette émission légendaire qui est Takeshi's Castle, créée par Takeshi Kitano, qui est aussi l'auteur d'un jeu vidéo appelé Takeshi's Challenge, qui a énervé un youtubeur français qu'on connaît bien. Non, tu vas pas me faire ça, le jeu. Non, tu vas pas me faire ça, tu vas pas me faire ça, la con de toi. Pourquoi je peux pas sortir? Y a marqué Exit. Et pourtant t'as beau appuyer sur tous les boutons, y en a aucun qui marche. Takeshi's Castle ou alors Tsukai Nari Yukibangumi Fun Takeshijo en japonais, c'est une épreuve dans le style Ninja Warrior où une centaine de candidats va passer, disons, des épreuves humoristiques. Et disons-le, ça va les mettre à rude épreuve. Après ces épreuves, c'est Takeshi lui-même qui affronte les candidats restants sur une épreuve de cartes avec des pistolets à eau. Me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Allez, oui mais c'est pas juste parce que Takashi a un fusil à eau, alors que les autres ils ont des pistolets à eau.
Oui, puis c'est surtout que le char de Takeshi est beaucoup plus rapide. Et d'ailleurs, cette fois-ci, c'est une invention purement nippone parce que c'est les États-Unis qui vont récupérer le concept de Takeshi's Castle pour créer les Ninja Warriors qu'on connaît aujourd'hui. L'émission est bien connue en France parce qu'elle passait à l'époque en 2006 sur W9, puis ensuite sur M6. En tout cas, j'ai un pote, il connaissait plutôt bien. On avait les images et les bruitages de la version japonaise, mais tous les passages où Takeshi lui-même parlait, eh bien, ça a été cuté. La force de cette émission, c'est vraiment qu'elle devient tout de suite internationale parce que un mec qui tombe, que ça soit en anglais, en japonais ou en je sais pas quoi, en javanais, c'est toujours rigolo. Mais ça fait que j'ai quand même voulu jeter un œil sur toutes ces parties coupées et cutées qu'on n'a jamais vues en France. Et ça donne ça. D'accord? Il est attaché? Attends, mais le truc de passer la tête sous l'eau, c'est pas une torture à la base? Attends, mais il le laisse longtemps en plus dans l'eau. Bon, finalement, je comprends mieux pourquoi on n'a pas eu ces parties-là. Je comprends mieux. Et depuis tout à l'heure, vous vous dites, attends, c'est bizarre, il connaît quand même beaucoup de trucs sur l'émission. Et bien en fait, c'est parce que j'ai doublé, enfin pas vraiment doublé, j'ai commenté la version Takeshi's Castle la plus récente, la version Thaïlande, et j'ai fait ça avec Marie. Il y avait 40 épisodes de environ 1 heure à commenter, et c'était pas évident, hein. Même si on avait un texte avec les timecodes prédéfinis, fallait quand même s'adapter au niveau de ce qu'on voyait, aussi, il fallait faire aussi de l'impro. J'ai vraiment appris aussi à rythmer ma voix, par exemple, il y avait plein de trucs que je savais pas faire, et j'ai compris par exemple que Marie, tu vois, c'est son taf, elle c'est son métier, et du coup elle savait faire ce genre de choses, et moi j'ai dû apprendre ça vite fait et sur le tas. Bah tu vois quand même un peu les différences, mais je suis très content du résultat. Donc voilà, si jamais vous voyez Takeshi's Castle sur Comédie Centrale, dites-vous que c'est Marie et moi qui avons commenté cette version-là. Je peux venir chez vous ? Si vous vous attendez à une émission du style J'irai dormir chez vous, vous avez pas totalement tort, mais vous avez pas non plus tout à fait raison. Pour vous donner un indice, l'émission Ie Tsuiteitei desu ka était diffusée de 23h58 à minuit 45. Je vous le dis tout de suite, c'est un concept d'émission absolument impossible en France. Le pitch, c'est le suivant. Une équipe de prod discrète attend tard le soir que le dernier train parte depuis un quartier chaud de Tokyo pour essayer d'aborder les personnes. À partir de là, ils vont essayer de target ces différentes personnes pour essayer de les convaincre de les ramener chez elles. À la base, l'émission, c'est juste pour un peu discuter avec des inconnus et rentrer chez eux pour voir un peu comment c'est chez eux. Et pour essayer de les convaincre, ils payent les frais de taxi, qu'importe la distance, jusqu'à chez elles. Ah pardon, j'ai dit diverses personnes, excusez-moi. Il s'agit exclusivement de filles jeunes et bonnes. Ah, je suis désolé de le dire comme ça, mais il y a vraiment aucune diversité des profils dans cette émission. Les émissions, elles commencent toutes par des plans en vision, j'appelle ça prédateur sexuel. En gros, je vous fais le résumé, la meuf elle dit qu'elle part en boîte tous les soirs, qu'elle boit tous les soirs, elle dit que c'est chaud si tu bois pas quand t'es jeune. Je suis pas là pour juger, moi ce que je veux dire c'est tout simplement que j'ai l'impression que la prod a des directives bien précises quant à la sélection des jeunes filles. Sans déconner, la manière dont c'est filmé, t'as vraiment l'impression qu'on est à quelques minutes avant la scène X. C'est vraiment ça. Je veux pas dire, hein, mais le mec aussi qui tourne cette émission, il a une tendance, mais fâcheuse, à poser des questions uniquement sur la poitrine des meufs et leur vie sexuelle. Non mais attendez, il abuse pas un peu sur les plans là? Vraiment, littéralement, j'ai dû voir 3 émissions. Sur les 3 émissions, c'est des filles jeunes et qui ont des fortes poitrines. Et le mec leur demande à chaque fois, depuis quand tes seins ils ont grossi? Et le pire, c'est que les filles elles bronchent même pas. Même pas, il y en a une qui est choquée un petit peu, elle répond direct, cash, comme ça, y a pas de souci. Bah écoutez. Puis en plus, ça lâche des tailles de bonnet, tu sais, G, H, J. Enfin c'est fou. Y a que des lettres, tu sais, mais bientôt on va passer à la deuxième partie de l'alphabet quoi. Personnellement, même pour le Japon, je trouve ça un peu abusé. Je pense pas que c'est full pipoté, mais au moins pour quelques émissions, enfin c'est trop bizarre. Il y a des trucs vraiment hardcore de ouf qui se passent. Je me dis, mais comment, enfin, tu montres ton chez-toi dans cet état-là? Enfin, c'est pas possible. Et voici comment la prod se justifie. Lorsqu'il semble qu'une personne peut potentiellement accepter, il présente une carte d'identité et une attestation comme quoi c'est bien une émission télévisée et pas un truc chelou. Pour moi, c'est un truc chelou, mais à la télé. Le réalisateur souhaitait montrer la vraie vie des gens de tous les jours, sans le moindre artifice et sans trop de montage. Pour le coup, je trouve que le producteur a plutôt réussi son coup, même si voilà, l'émission reste un petit peu bizarre à certains moments. En même temps, c'est le Japon. La plus drôle école de langue étrangère. Alors pour celui-là, j'ai vraiment eu peur que ça parte en sucette. Vraiment, à tout moment dans l'émission, j'étais en stress. Et pas pour les bonnes raisons. Est-ce que vous sentez le drama arriver là? Est-ce que vous sentez le drame pointer le bout de son nez? Est-ce que tu sens la blackface ou des conneries du genre arriver là un petit peu, non?
Ah, c'est dur pour les nerfs. Ça a été tourné en 2002, mais c'est vraiment dur pour les nerfs de regarder cette émission. Alors, le pitch de l'émission, c'est une personne blanche et 3 personnes noires qui vont en fait changer de métier et découvrir des métiers au Japon, que ce soit policier, infirmier, garagiste. Voilà, ils passent par toutes sortes de professions. Bon, vous avez compris, c'est basé beaucoup sur des jeux de mots et une des personnes noires qui fait un peu le pitre, on va dire ça gentiment. C'est très critiquable, mais après tout, les Japonais ils faisaient déjà ça entre eux, donc c'est pas un truc particulier sur cette émission. C'est vraiment, c'est général sur toutes les émissions japonaises qu'il y ait au moins une personne qui raconte des conneries. Bon, après là, le petit problème, c'est que la personne qui raconte des conneries, c'est une personne noire qui a tendance en fait à pas très bien comprendre le japonais, il déforme ce qu'il entend. En résumé, Fannies to Gaigo Gakuin, c'est une émission qui surfe en permanente sur la limite raciale. C'est vraiment très choquant à voir. T'es en mode, est-ce qu'il va se passer un truc pas bien? Tu vois, c'est en mode alerte rouge dans tous les sens. Mais de ce que j'ai vu, il y a rien de tout ça. Il y a juste un personnage qui joue un peu au con, mais tout le reste c'est clean, il découvre des métiers, c'est assez rigolo sur ce thème là. Il y a même voilà des passages comiques mais pas racistes. Je peux comprendre si certaines personnes me disent c'est totalement raciste, c'est pas tolérable. Après voilà les gars, 2002, c'était il y a quasiment 20 ans. J'ai un peu les mêmes sensations que quand je regardais les vieilles émissions du Club Dorothée avec toujours des clichés racistes mais hardcore. Rien n'est excusable bien sûr, mais c'était une autre époque. J'ai juste voulu rappeler cet exemple au cas où certaines personnes auraient voulu faire la morale aux Japonais, alors que bon en France, c'était pas non plus top à l'époque. Bon, vous vous en rendez compte quand même maintenant que la télé au Japon c'est quand même beaucoup plus roue libre. Les Japonais ils peuvent littéralement tout faire à la télé. En fait je trouve qu'ils ont un don pour rendre tout intéressant. Ils pourraient même passer une résolution d'intégrale en prime time à la télé que ça t'intéresserait quand même. Hein? Ah bah forcément, si c'est présenté par une présentatrice japonaise plutôt jolie, tout de suite ça passe mieux. Moi je vous avoue, je suis resté pour voir la résolution de l'intégrale. Non mais vraiment, enfin je veux dire premier degré, je suis resté vraiment pour ça. Non, mais vraiment, j'adore les maths. Et avant de se quitter, il fallait bien sûr que je vous parle de THE télé-réalité japonaise. Toi derrière ton écran, tu étais prêt à m'incendier si jamais je ne parlais pas de cette émission. Il s'agit bien sûr de Terrace House. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, comment je pourrais vous expliquer ça simplement? Vous voyez la télé-réalité qu'on a chez nous avec les anges, les ch'tis, tout ça blabla, bref. On est d'accord pour dire qu'il se passe quand même pas mal de trucs dans une émission. Bien sûr, les disputes elles sont archi nulles, enfin c'est genre du style qui a rangé le pot de confiture dans le frigo, mais il se passe des trucs. Je veux dire c'est nul, mais il se passe des trucs. Et bien Terrace House c'est la même chose au Japon, mais il ne se passe absolument rien. Vraiment rien. Et pourtant, ça reste terriblement bien. Le principe c'est 6 personnes, 3 filles, 3 garçons s'installent dans une maison avec des caméras qui tournent 24 heures sur 24. Ils sont plus ou moins là pour trouver l'amour, et la grosse différence par rapport à toutes les autres téléréalités françaises, américaines, tout ça, c'est que ils sont libres de sortir tous les jours. En fait, ils conservent leur train de vie habituel et en même temps, en fait, ils restent dans la maison. Moi, franchement, je trouve que c'est assez original. Forcément, avec un pitch comme ça, le succès de l'émission il vient surtout du montage et des commentateurs. Ils sont là pour rythmer l'émission, pour analyser ce que les candidats ont dit, pour observer un peu le langage corporel, bref, ils sont quand même très utiles. À titre personnel, j'ai jamais regardé un épisode en entier, mais je comprends pourquoi ça marche autant. Pour moi, la véritable force de Terrace House, c'est la mise en scène et les plans de caméra. Autant dans les téléréalités françaises, tu sens qu'il y a quelqu'un qui est caméra à l'épaule, ça bouge dans tous les sens, et en plus, la saturation, elle est boostée à mort. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des couleurs partout, c'est des couleurs hyper flashy. Et bien ici, les caméras, elles sont très discrètes, je sais pas comment c'est fait, mais t'as vraiment l'impression qu'elles sont toujours au bon endroit pour faire des champs contre champs. Et en plus, les couleurs des images sont vraiment très, un peu sépia, calme, et en fait, ça donne vraiment une impression de drama japonais. Si jamais tu zappes par hasard sur la télé japonaise et que tu tombes dessus, tu peux croire pendant quelques minutes que c'est un truc vraiment écrit, alors que c'est pas scénarisé. Même les dialogues entre les participants, parfois t'as vraiment l'impression que c'est écrit tellement ils parlent bien. Et pourtant sur tous les retours d'expérience des candidats, ils disent qu'ils étaient extrêmement libres. Et puis aussi la différence avec Terrace House, c'est aussi quand tu sors de l'émission. En France, tu sors d'une télé-réalité, la majeure partie du temps tu vas faire la promo pour des sites de dropshipping. Au Japon, je suis désolé, ça claque. J'ai rencontré Hansin qui est un ancien candidat de Terrace House, et bien aujourd'hui c'est un architecte reconnu dans son pays. Vous pouvez même le retrouver dans un article sur Paris Match. Bref, l'émission existe là-bas depuis 2012, c'est complètement has-been au Japon, mais depuis que c'est arrivé sur Netflix à l'étranger, eh bien ça cartonne de fou. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de hafu qui participent à cette émission. Quoi? Moi? Dans Terrace House? Bref, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et aussi, dites-moi si un épisode 2 vous intéresserait parce que j'ai vraiment beaucoup de matière sur ce thème-là. Allez, je vous dis à la prochaine. Tchuss.